dans un instant, on va vous révéler les premiers chiffres de Bruno Retailleau sur l'immigration. C'est vrai que... Alors, révélez-les tout de suite, Gauthier Lebray. Tout de suite ? Comme ça sera fait. Allez, très bien. Donc je prends le JD News qui sort en exclusivité, ça a retrouvé dans tous vos kiosques les chiffres, les bons chiffres de Bruno Retailleau. Donc les expulsions ont augmenté, c'est sur un an, c'est le différentiel entre septembre 2023 et septembre 2024. Donc on est passé à 500, on a une augmentation de 586% des expulsions. On est passé de 7 à 48. On a une augmentation des fins de séjour prononcées. On est passé de 121 à 167, soit une hausse de 38%. Les titres les premiers titres, primo-délivrance comme on dit, de séjour, baissent. Donc on délivre moins de titres de séjour. Ça baisse de 9,3%. Les éloignements augmentent, volontaires et forcés, de 44,5%. Donc augmentation des éloignements. Les demandes d'asile qu'on accepte baissent, 7,8% de baisse sur un an. Les refus de délivrance de titres pour motifs d'ordre public augmentent de 14%. Les déchéances de nationalité liées au terrorisme augmentent de 81%. Les étrangers en situation irrégulière interpellés par les forces de l'ordre augmentent de 22%. Donc vous voyez bien vers quoi on va. Moins de laxisme, plus de fermeté sur tous les critères. Alors, si je peux me permettre aussi, c'est vrai que Bruno Retailleau, il a les mains plus libres que Gérald Darmanin. Voilà. Et il fait le boulot parce que aussi, parce que je pense aussi que le président de la République et Gérald Darmanin étaient assez liés. Donc forcément, c'est plus compliqué. Là, Bruno Retailleau, on a l'impression qu'il fait un petit peu sa vie seul et qu'il essaie d'avancer tout seul, même voilà. Et c'est vrai que si demain le gouvernement Barnier vient à être destitué, Bruno Retailleau, il va quand même nous manquer, non ? Alors, je suis 100% d'accord avec vous sur la première partie, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a lâché la rampe de la politique intérieure. Il fait de l'international, et donc Bruno Retailleau, il est en lien avec Michel Barnier. Et Michel Barnier, des fois, il fait semblant de le recadrer pour ménager l'aile gauche, mais il soutient Bruno Retailleau. Et si le gouvernement Barnier tombe, comme c'est la petite musique qui est en train de monter, donc c'est-à-dire dans un mois, mi-fin décembre, effectivement, on n'aura plus personne à l'intérieur qui aura cette politique-là. On n'aura pas de budget. Donc Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, disait ce matin ça sera lâché en lit. Ouais. Je suis pas loin de lui donner tort. Je suis assez d'accord avec Jean-Noël Barrot. Ouais. Question, Gauthier, les chiffres que tu donnes, ils sont sur la dernière année. Et Bruno Retailleau est en poste depuis le 21 septembre. Qu'est-ce qui est à mettre au crédit de Gérald Darmanin et au crédit de Retailleau ? Tu as raison, c'est le vrai débat qu'on peut prendre. C'est sur la fin du mois de septembre à chaque fois. Donc ils ont pris la borne de temps où Bruno Retailleau est arrivé place Beauvau. C'est sur la fin du mois de septembre. Ok, d'accord. Ah oui. D'accord, là c'est juste sur Bruno Retailleau. Voilà. Donc merci. Et on a un document aussi qu'on vous a donné, Gauthier Lebray, un document sur les prérogatives de Bruno Retailleau, donc du ministre de l'Intérieur, au préfet. Je ne vais pas tout vous lire évidemment, mais c'est pour illustrer ces chiffres. Comment expliquer la méthode Retailleau ? Parce qu'il faut quand même dire les choses. Quand vous interrogez les préfets, ils vous disent quand même qu'il y a un discours plus offensif depuis que c'est Bruno Retailleau et qu'on leur dit de taper fort. Alors après, on peut l'expliquer, évidemment. Il y a Emmanuel Macron qui n'est pas dans les pattes de Gérald Darmanin. Mais voilà ce que ça dit, par exemple. Donc des directives ? C'est une directive au préfet qui est publiée, qui est officielle, qui n'est même pas encore sortie, qui est en envoi en ce moment même aux préfectures. Donc on l'a vraiment en exclusivité. Donc Bruno Retailleau dit au préfet: je vous rappelle enfin la nécessité pour tous les étrangers qui ont fait l'objet d'une décision constatant le refus de séjour, de veiller à assurer l'information des organismes de sécurité sociale pour que toutes les conséquences en soient tirées en termes d'affiliation, d'ouverture aux droits sociaux et donc d'expulsion. Donc vous voyez, c'est une note au préfet qui appelle à expulser ceux qui n'ont rien à faire sur le territoire national et qui n'ont pas reçu un titre de séjour. C'est en adéquation avec les chiffres qu'on vient de citer, c'est comme ça qu'on y arrive. C'est les préfets qui sont en première ligne et qui appliquent la politique du ministère de l'Intérieur. Alors justement, Gauthier Lebray, si le gouvernement venait à être destitué, qu'est-ce qui se passerait pour Bruno Retailleau ? Alors déjà, ce sera effectivement un gouvernement démissionnaire, donc on ne sait pas qui se retrouverait à la place de Michel Barnier. Si la personne qui se retrouve à la place de Michel Barnier, bonne chance déjà pour trouver un profil comme Michel Barnier. Sûr, parce que qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui avec Barnier 2 l'Assemblée ? Je peux vous dire un truc. Il paraît qu'ils auraient déjà mis en chauffe,
même avant même de nommer Barnier, ils ont déjà mis en chauffe Bernard Cazeneuve. Là, il a mis son jogging, il est en train de faire des tours de terrain. Là, il fait des tours de Matignon. Je vous rappelle que de son côté, Mélenchon continue à parler de Lucie Castel. Oui, bien sûr. Entrée du numéro 7, bien sûr. Bernard Cazeneuve, sortie du numéro 8, Michel Barnier. Le problème, c'est que Bernard Cazeneuve, il se fait censurer beaucoup plus vite que Michel Barnier, puisqu'il n'est même pas soutenu par les socialistes. François Hollande avait dit qu'il censurerait Bernard Cazeneuve à Emmanuel Macron. Vous vous rendez compte, François Hollande, l'ancien président de la République, avait Bernard Cazeneuve comme Premier ministre. Je pense que ce serait une énorme bêtise de retoquer Barnier trop tôt. Voilà, je le pense. Mais question, ça peut être Barnier 2. Est-ce qu'on ne peut pas demander à Barnier de refaire un gouvernement après s'il est censuré? Oui, c'est possible sur le papier. Mais bon, s'il est censuré, c'est pas pour son casting gouvernemental, ça sera pour lui, le budget, qui ne plairait pas au Rassemblement national. Donc on repart pour un tour, mais de manière très précaire. C'est vrai que censurer Barnier, parce que en fait, il est un peu unique, c'est un peu un ovni. C'est censuré capable pour quoi faire de rassembler les Républicains et les anciens macronistes sans se faire censurer par le RN. Vous mettez qui à la place? C'est très compliqué. Et donc vous n'avez pas de budget si c'est ça. Vous n'avez plus de ministère de l'Intérieur qui est pleinement en exercice, qui peut mettre en place une activité assez ferme avec une loi immigration qui doit arriver à la rentrée prochaine. Compliqué. Alors justement, est-ce que vous savez qui reçoit Sonia Mabrouk demain? Oui, bien sûr, Bruno Retailleau. On reçoit Bruno Retailleau demain matin, dans Europe 1 matin, pour la grande interview des entretiens sans concession, bien sûr, avec Sonia, qui est la meilleure. On l'embrasse, Sonia, qui est exceptionnelle, tous les matins en direct à 8h10 sur Europe 1. Donc vous retrouverez Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, avec Sonia Mabrouk demain sur Europe 1. On va reparler dans un instant de ces Français qui sont favorables à la prison ferme, et on va revenir bien entendu sur Bruno Retailleau et sur ces chiffres qui sont quand même incroyables, Gauthier Lebray. C'est des chiffres officiels. Qui sont des chiffres officiels, révélés par le JD News en kiosque actuellement, et qui sont des chiffres qui montrent la fermeté de Bruno Retailleau. Justement, on va en parler de Bruno Retailleau, parce que je me demande bien ce qu'il va faire s'il reste ministre de l'Intérieur, ou bien si le gouvernement est destitué. Qu'est-ce qu'il va faire, ce que va faire Bruno Retailleau? En tout cas, il a pris, franchement, il a pris une notoriété incroyable en quelques semaines. On a Marc avec nous, on a Catherine, on a bien sûr Gauthier Lebray. On revient 2 petites secondes sur les chiffres de Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, et après, on va imaginer les hypothèses pour Bruno Retailleau. Alors, je voulais aussi vous lire une autre phrase de la note qu'on révèle en exclusivité, Cyril, envoyée au préfet sur l'immigration, puisque les chiffres de l'immigration, si on se place du point de vue de Bruno Retailleau, sont bons. C'est-à-dire que depuis qu'il est là, sur la période fin septembre 2024, en comparaison avec fin septembre 2023, tous les critères de fermeté augmente et tous les critères de laxisme baissent. Donc il y a moins de régularisation et plus d'expulsion, pour vous résumer les choses. Et là, il dit au préfet, aujourd'hui même, votre rôle de pilotage et d'impulsion en matière de mise en œuvre de la politique migratoire, tant légale qu'illégale, est crucial. De votre implication personnelle dépend la reprise du contrôle de notre immigration. Il veut reprendre le contrôle. C'est ça les leçons des premiers chiffres de Bruno Retailleau et de cette note qu'on révèle en exclusivité. C'est un petit peu une course contre la montre, alors pour lui aussi, par rapport à ses résultats, puisque si le gouvernement, comme l'a dit Jean-Luc Mélenchon, tombe, ça a été Nostradamus. Jean-Luc Mélenchon, il a dit entre le 17 et le 21 décembre. Absolument. Voilà, il a donné des dates, lui maintenant, il a une boule de cristal. Alors, il se cale sur le budget. Pas très compliqué, exactement. Bien sûr. Pas très compliqué. C'est vrai qu'il n'a pas donné les dates du budget en parallèle, en miroir, mais oui, c'est évidemment parce que le 21 décembre, il faut arrêter les débats sur le budget. C'est la règle, c'est 70 jours maximum. Mais Bruno Retailleau se retrouve dans une situation où, s'il reste, il peut poursuivre sa politique avec beaucoup d'ardeur. Et s'il part, il a quand même marqué son passage et il prend une option pour la suite. Dans les deux scénarios, il est gagnant. Oui, dans les deux scénarios, il est gagnant. En tout cas, il a pris énormément de notoriété et il a marqué les Français. Et je vous le dis, moi, le couple, le duo Retailleau-Wauquiez ou Wauquiez-Retailleau, ça, voilà. En tout cas, ils vont à mon avis, ticket comme à l'américaine. À mon avis, ils vont y aller. Ils vont y aller. Et voilà. À mon avis, à un moment, ils vont se dire qu'on va y aller. C'est normal. Il pourrait y avoir qu'un candidat. Bien sûr, exactement. À la présidentielle, il faudra un seul candidat. Qui acceptera parce que le président des LR, c'est Wauquiez, ils se mettront peut-être d'accord tous les deux, mais c'est vrai que, voilà, en tout cas... il n'y a pas de président du groupe LR à l'Assemblée. Exactement. On n'a pas le successeur encore d'Éric Ciotti. Exactement, on n'a pas encore ça sera intéressant aussi de voir qui prendra la suite. Exactement, mais ça, à mon avis... Ça peut être un terrain neutre. Ils vont en parler tous les deux, voilà, mais je pense vraiment que là, ça doit leur donner quand même des idées, en plus avec tout ce qui se passe avec Marine Le Pen également. Vous avez 100% raison. Voilà, et bien sûr, à mon avis... Au moment de la composition du gouvernement Barnier, le jeu de Laurent Wauquiez concernant ses amis politiques très proches n'a pas été apprécié par tout le monde. Certains ont pris, il y a eu des balles perdues.
Gauthier connaît bien l'affaire. Alors, moi, je vais vous dire, moi, je connais bien l'affaire aussi d'Artigol, je vous le dis, et je vous le redis, sachez-le, ça se passe plutôt bien et ils trouveront un accord, en tout cas, Retailleau, Wauquiez. Croyez-moi, vous verrez qu'ils le trouveront. Croyez-moi. Oui, vous êtes très optimiste, moi, je trouve. Vous verrez qu'ils le trouveront. Quand il s'agit d'être candidat à la présidentielle, vous savez. Oui, ils trouveront un accord. Ils trouveront un accord, vous verrez. Mais je pense que voilà, ils vont en parler après. Bruno Retailleau, il a jamais dit qu'il voulait être candidat. C'est comme Attal, Édouard Philippe. Hein. Oui, enfin, Attal, Édouard Philippe, ça va être. Est-ce qu'il y en a un qui va se retirer au profit de l'autre? Moi, je pense que les deux doivent se retirer. Au moins, ça dégage le paysage. Vous avez le choix entre celui qui vote communiste et celui qui appelle au désistement face à la France insoumise. Donc voilà, moi, vous savez, je dis les choses. 16h44, on est en plus, je les connais, voilà, donc en plus ils sont sympas les deux. Non mais c'est vrai, je connais pas moi Édouard Philippe, j'ai jamais vu Édouard Philippe, mais il paraît qu'il est plutôt sympathique. Après les électeurs votent pas en fonction, voilà. C'est sympa, le positionnement politique qui est intéressant. Maintenant voilà, après c'est vrai que voilà, c'est encore loin 2027. De toute façon, moi je me rappelle toujours Édouard Balladur, il était président. Exactement. Et Nicolas Sarkozy disait qu'il allait être élu au premier tour. Oui, voilà, donc non mais c'est vrai, voilà. Donc voilà, après il y a eu François Hollande. François Hollande, ça se calcule pas. Ah ça c'est. Mais même Emmanuel Macron, personne ne l'avait vu venir 2 ans avant. Moi je vais vous raconter une anecdote aux éditeurs d'Europe 1 et à l'équipe ici. Un jour, je vais voir une avant-première au cinéma, et je suis avec un garçon, avec un monsieur, voilà, qui est un grand monsieur, qui avait invité certaines personnes à voir cette avant-première. Et on est à côté, et je lui dis, c'était 2 ans avant la présidentielle, donc de 2012. Et donc, on est en 2010, et je lui dis, mais qui fait, mais pourquoi t'as invité François Hollande? Et là, il me répond, pourquoi j'ai invité François Hollande? Parce que c'est le prochain président. Ah bah il avait la vista. Il était fort parce que 2 ans avant, alors qu'en 2010, il fallait avoir le pif. J'ai rigolé. J'ai c'est ça. Fais-moi rien. Et 2 ans après, j'ai beaucoup moins rigolé. Je peux vous dire. Non, mais l'histoire est vraie. L'histoire est vraie. Donc je peux vous dire, c'est voilà. Donc c'est vrai que 2 ans avant, mais il était dans un trou complet. François Hollande, dans un trou. Personne le calculait. Bien sûr. C'était vraiment même pas l'outsider de la primaire. Il devait terminer à 1%. Et il y a eu l'affaire Strauss-Kahn. Mais Emmanuel Macron, je vais vous raconter, moi, Emmanuel Macron aussi. Emmanuel Macron, un jour, je rentre d'un prime time. C'était il y a longtemps, je pense qu'on était en 2015. 2015, voilà, ou je sais plus quand, voilà, je rentre d'un prime time et je reçois un SMS d'un garçon qui me dit « Bonjour, je m'appelle Emmanuel, je suis ministre des Finances, je m'appelle Emmanuel Macron, j'ai eu votre numéro par un ami commun. Cet ami commun s'appelait Nicolas. Et il me dit, voilà, c'est pas celui que vous croyez, il me dit, j'ai eu votre numéro par un ami commun qui s'appelle Nicolas, j'ai regardé votre prime, voilà, il regardait l'émission, et il me dit, est-ce qu'on peut se parler, voilà, et donc je lui dis, avec plaisir. Je lui dis, moi, il était minuit et demi, 1h, je dis, appelez-moi. Il me dit, non, mais je vous appelle pas, tout ça, voilà ce que je veux faire, je vais me présenter en 2017. Non, je vais me présenter, je veux devenir président, je vais me présenter à la présidentielle. Ah oui? Ouais, je lui dis, et là je lui réponds, mais pour 2017? Il me dit, oui. Je dis, c'est pas pour 2022 plutôt, parce que ça m'a l'air un peu court pour 2017, là. Et il m'a dit, non, vous allez voir, je serai président en 2017. Incroyable cette histoire. Non, mais t'as écrit, vous avez dit ça? Incroyable, je vous jure que c'est vrai. Incroyable. C'est fou, pour ça. vous dire. Et donc, c'est pour vous dire qu'Emmanuel Macron, il avait un projet. Et Emmanuel Macron, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, Emmanuel Macron, en vrai, il y a eu un vote d'adhésion incroyable en 2017. D'espoir. Moi, je me rappelle, tous mes potes me disaient, je vais aller au premier meeting d'Emmanuel Macron. C'était il est incroyable. Moi, je vais vous dire, je vais vous faire même un aveu. Quand j'ai vu Emmanuel Macron, lors de quand il était, voilà, quand il a fait la marche, là. La pyramide du Louvre. C'était incroyable. La marche, qui a duré toute la famille, etc. La famille et tout. Et je vous jure que c'est vrai, j'étais en train de regarder ça. Et je me disais, les gens vont même plus adhérer avec moi à la télé, parce qu'il n'y aura plus qu'une seule voix en France, ce sera Emmanuel Macron. C'est-à-dire que tous les regards vont être tournés vers Emmanuel Macron, il n'y aura plus de place pour personne. Je vous jure que c'est vrai, j'ai eu ce truc-là, je me suis dit, c'est incroyable. C'était un truc de fou, franchement. Et c'est vrai que des votes d'adhésion à la présidentielle, il n'y en a pas eu des masses. Sarkozy, Nicolas Sarkozy. Sarkozy en 2007, exactement. Il y a eu Emmanuel Macron en 2017. Et parce que même Chirac, que j'adorais Chirac. La fracture sociale, il y a eu quand même un vote d'adhésion sur la fracture sociale. En 95. Après, et la deuxième fois. La deuxième fois, c'était face à Jean-Marie Le Pen. C'est 21 avril 2002. Mais c'est vrai, voilà. Donc c'est vrai. Mais vous avez raison. Il faut quand même reconnaître Emmanuel Macron. Il y a une success story. Personne le connaît 2 ans avant l'élection présidentielle. Il devient ministre de l'économie et des finances. Il fonde un parti. Il part de rien. Il est élu
donc en 2017. C'est le seul président hors période de cohabitation à avoir été réélu. Bah, bien sûr. Donc même si ça s'est pas fait sur un vote d'adhésion. Voilà. Alors après, on peut dire qu'il y a eu l'affaire Fillon, il y a eu Marine Le Pen au second tour à chaque fois. Je vais trahir un secret. Voilà, pour les auditeurs d'Europe 1, j'ai discuté avec énormément de monde. Tout le monde vous dira, Emmanuel Macron, il est quand même d'une intelligence quand même qui est bien au-dessus de tous ceux qu'on a fait. Pour tout le monde, ils disent à chaque fois, le plus fort, ça reste Macron qui limite, voilà, il voit des trucs qu'on voit pas. Donc c'est vrai qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas quand même. Voilà, mais après c'est des votes d'adhésion. Après, moi, ce qui me fait peur, je vais vous dire la vérité, ce qui me fait peur, c'est que on s'était tous dit, c'est un mec qui vient pas de la politique, qui vient de la finance, etc. On avait un espoir exceptionnel. Et quand on se dit Emmanuel Macron, on se dit, mine de rien, il est pas arrivé. Ça me fait peur parce que je me dis franchement, ça veut dire que c'est pas évident. Mais il a vendu du rêve, c'est-à-dire qu'à un moment il a dit je vais casser les codes, je vais prendre les meilleurs à droite, les meilleurs à gauche, et on a cru, enfin la France y a cru. Il y croyait lui aussi. Bien sûr. Croyez-moi, il y croyait lui aussi. Mais je veux dire, c'est vrai que ça fait flipper quand même, parce que aujourd'hui on sait pas, on sait pas comment faire pour redresser la France. Et aujourd'hui il faut une fermeté. Je suis désolé, c'est ça aussi. C'est comme vous l'avez résumé, Valérie Bénet. Vous avez dit, il a voulu prendre un peu à droite, un peu à gauche. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il faut de la fermeté. Le en même temps fonctionne plus. Exactement, c'est ça. Le en même temps fonctionne plus. On n'a plus le temps du en même temps. On n'a plus le temps du en même temps. On est d'accord. Bruno Retailleau, il fait pas du en même temps. C'est sûr, mais il est ministre de l'Intérieur. C'est pas pareil. Oui, c'est pas pareil. Mais attention, c'est pas pareil. C'est quelqu'un qui réussit dans son portefeuille. Bien sûr. Après, on peut s'imaginer qu'il en prenne plusieurs des portefeuilles. Non, mais c'est sûr. J'avoue, c'est sûr. On a beaucoup d'auditeurs qui veulent réagir. Il y a Marc qui est avec nous de Normandie. Bonjour Marc. Bonjour Cyril et bonjour à toute l'équipe. Merci Marc d'être avec nous sur Europe 1. Vous vouliez réagir Merci pour ces 5 minutes de déprime. Macron suivi avec Hollande avant. Ah ouais, je sais. Mais vous savez quoi, on est en train de chercher des barils d'essence et des allumettes. On va les simuler. J'adore Marc. Marc, vous voulez que je vous dise le truc qu'il y a, c'est que c'est ça qui me fait peur, moi. C'est qu'on nous a vendu du rêve à chaque fois. Mais franchement, j'ai eu plein de fois, j'ai eu de l'espoir. Non, mais là, les deux. Ah oui. Ils ont un stand de bananes dans des supermarchés. Mais à la limite, c'est pas dur. Vous prenez le Molin Mélenchon. Il prend 80 connards, il fait un casting de connards. Il y en a qui savent pas lire, qui savent pas écrire, qui font de la trottinette en sens interdit, qui vendent de la cam, qui sont fichés S. Et puis ça fait des mecs qui touchent 7 000 par mois. Et tout va bien. Bah oui. Mais le monde est beau parce que eux n'hésitent pas à s'augmenter en cours d'année quand les agriculteurs crèvent la dalle. Mais bon, c'est pas le sujet à la limite aujourd'hui. Mais si on devait parler du budget, il y a de quoi faire. Ah mais allez-y. Ah ouais, non, mais ça va être trop long. Je veux dire, on va arrêter avec les associations, on va arrêter avec l'immigration sauvage, on va arrêter avec évidemment les cadeaux que se font les députés. On va arrêter. Non, mais 25 000 balles pour acheter de la cam à un gamin de 14 ans. Non, mais c'est n'importe quoi. Non, mais il faut être sérieux. Moi, je sais pas, j'étais môme quand De Gaulle était président. Ouais. J'étais ado quand Pompidou était là. Putain, vous voyez la différence ? Aujourd'hui, on a un mec qui, en début d'année, va envoyer des mecs en Ukraine faire la guerre. Et aujourd'hui, il dit aux Russes, il faut se calmer. évidemment. Il est intelligent. Si lui, il est intelligent, alors mon chien, il est prix Nobel. J'adore Marc. Non, mais c'est ce que dit. Alors moi, je vais vous dire, c'est vrai que voilà, je l'ai jamais rencontré moi. Je l'ai juste rencontré une fois à la télé, Emmanuel Macron. Je l'ai jamais rencontré en dehors. J'ai jamais. Depuis, vous êtes exorcisé ou pas ? Depuis, ça fait longtemps. Hein. Ça fait combien de temps ? Ça fait quoi ? Vous voyez, avant son élection. 7-8 ans. Bien sûr. Avant son élection, la campagne présidentielle de 2017. 8 ans, exactement. Mais c'est vrai que moi, je dis voilà ce que disent les mecs en fait qu'on croise. Et c'est pour ça que je me dis. On peut être inquiet, les gars. C'est pour ça que je me dis ça, Marc. Parce que quand ils me disent le meilleur, c'est Macron, les mecs, si, je suis un petit peu inquiet pour. Honnêtement, les mêmes mecs qui disent on est inquiet, c'est les mecs qui étaient inquiets le soir de l'élection en 2017. Il faut être sérieux. Mais c'est et Marc, c'était les mêmes mecs qui étaient inquiets en 2012 lors de l'élection de François Hollande. Parce que je suis désolé, Marc. Tous les mecs à qui vous parliez, tous les spécialistes politiques, même beaucoup de mecs qui sont dans les trucs, ils vous disaient, les mecs disaient mais François Hollande c'est catastrophique.
ça va être catastrophique. Mais il le soutenait quand même. Non, mais il faut pas le dire trop fort fou. parce que Olivier, il va s'énerver. Oui, je sais. Non, je suis très calme, je vous écoute. Mais je vous jure, Marc, vous savez que les mecs en off, même les mecs qui soutenaient Hollande, vous dites, mais c'est catastrophique. Mais les mecs ne le disaient pas parce que pourquoi? Et ça vous prouvait bien un truc. Les mecs, ils pensent qu'à leur gueule, ils en ont rien à foutre. Hein. Ils savaient qu'ils allaient aller dans le mur en poussant Hollande, mais ils disaient on y va. Vous savez quoi? C'était des mecs ils disaient de toute façon on veut pas de Sarko, donc on va pousser Hollande, donc quoi qu'il arrive, mais on sait que ça va être un drame. Vous restez avec nous, Marc, on va en parler dans un instant, et puis on va parler de Pierre Palmade. Vous nous appelez 01 80 20 39 21 sur Europe. Hein.